Vidéo, on va regarder le dossier Elior Group qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite l'analyse. Donc le groupe Elior, restauration collective. Le cours a été divisé par jusqu'à 20 depuis son plus haut de 2017. Donc là, on peut comprendre ce qui s'est passé. Si on regarde le chiffre d'affaires, on voit que il y a des années de décroissance assez fortes. Alors en 2018, ça il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après pour 2020, 2021, bon là on peut dire que c'est la pandémie qui est passée par là. En tout cas on a 2 années de retour de la croissance avec une dernière année qui a affiché 17% de croissance. Donc le redressement est peut-être en cours pour la société. Elle a fait des acquisitions par le passé au début de la décennie, mais depuis il n'y en a plus évidemment puisqu'il ne veut plus y avoir d'argent pour en faire. Donc on va regarder les marges de la société, taux de marge brut, taux de marge net et taux de marge d'EBITDA. Donc là, ce business-là, c'est très tendu sur les marges. C'est un business de radin, donc les marges sont très faibles. Taux de marge brut à 16%, donc ça a bien décru depuis le début de la décennie. Maintenant, on semble rebondir depuis le point bas. Tout ça, c'est encourageant. Taux de marge d'EBITDA 2,5%, contre une médiane à 5,5%. Là, pareil, il faut que ça rebondisse. C'est quand même assez faible, il n'y a pas de marge d'erreur dans ce business. Donc c'est assez faible, mais si ça rebondit, c'est un bon signe d'espoir. Et comme il y a eu des pertes récemment, les taux de marge nette est négatif. Donc il y a eu des pertes récemment. Est-ce que le business transforme ses profits, s'il y en a, en free cash flow? On regarde. Pour rappel, en fait, Elior, il y a De Richebourg qui a pris une grosse participation dedans, donc je pense que c'est pour les aider à redresser la société. Et c'est aussi qu'ils voyaient un potentiel peut-être spéculatif pour faire des gains en capital sur cette acquisition. Cette digression terminée, on regarde les free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Donc là il n'y a que des pertes depuis quelques temps sur les bénéfices nets, mais en free cash flow on est quand même positif. Donc la différence elle passe où? Elle passe dans les dépréciations et amortissements. C'est une ligne droite. Donc là la boîte fait des investissements qu'elle déprécie par la suite. Maintenant, ces investissements, ils n'ont pas porté leurs fruits, puisque la croissance, peut-être que c'est un concours de circonstances, n'a pas été au rendez-vous, ni du coup les bénéfices nets. En tout cas, espérons que la société revienne à la rentabilité, qu'on peut regarder ici. On voit que ROIC est quand même assez faible, pas très loin du taux sans risque, donc pourquoi s'embêter avec une telle société, si ce n'est pour parier sur un rebond. En tout cas, on est sur une médiane de 4,5 sur ce business, si on prend le début de la décennie. Là, on est actuellement à 4,67 avec une trajectoire haussière. Donc, si on retrouve les plus hauts de la rentabilité, à 7, c'est quand même correct, ce niveau de rentabilité. Donc, espérons que le redressement se poursuive. On voit, regardez, la dette, et là, la dette, c'est quand même précaire, parce que le niveau de dette est à 1,26 milliard. Donc, il faut évidemment regarder dans le rapport financier si cette donnée est correcte, parce que Coifin inclut les loyers aussi dans les dettes, donc ça peut être faux, mais si on part du principe que la donnée de Coifin est correcte, on voit qu'on est quand même endetté à 8 fois, 8-9 fois les l'EBITDA, plus de 10 fois les free cash flow. Donc là, la situation est tendue. Ça nous indique que le dossier est risqué. Et il faut regarder si, dans ces perspectives, le management a un plan clair pour se désendetter. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a du retour aux actionnaires? Logiquement, il n'y en a plus, parce qu'il n'y a pas de cash. Donc là, le dividende a été coupé en 2021. Sage décision, de toute façon, il n'y a pas d'argent pour les payer. Si on regarde les actions, le capital, donc énorme augmentation de capital, donc j'imagine que ça c'est pour éviter la faillite. En 2023, on a eu pas mal d'actions qui ont été créées, depuis ça se stabilise, donc il faut vous surveiller, est-ce qu'il y a de la dilution ou pas, mais si l'entreprise revient à la rentabilité, il n'y aura peut-être plus besoin de diluer ainsi les actionnaires. Est-ce que c'est cher ce dossier? Alors, la médiane, on va prendre la valeur d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de dettes, très peu de capitaux j'imagine, on voit que la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA est à 11 à peu près sur la décennie, et là on se retrouve à 10,2 à l'heure actuelle. Donc en fait il n'y a pas de décote. Maintenant, l'EBITDA est structurellement faible, puisque l'entreprise, l'EBITDA c'est un proxy de la rentabilité opérationnelle, donc on voit que l'EBITDA était très faible en 2021, et qui depuis il est en train de rebondir. Avec un EBITDA moyen à 270, on serait quand même à une valeur plus élevée, à une valeur plus faible de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc on peut dire que là on est en last 12 months, si on prend un next 12 months, là hop, on voit tout de suite qu'on est décoté. Donc si l'entreprise arrive à délivrer ce que les analystes estiment comme EBITDA, on est décoté. Et donc ça m'amène à la conclusion de ce dossier, c'est risqué en effet, parce qu'il y a beaucoup de dettes. On est typiquement sur un dossier recovery, donc là-dessus on peut se faire des bonnes culbutes, parce que
Si les bénéfices de suite ils montent un petit peu, ils vont doubler ou tripler puisqu'ils sont très faibles. Donc là-dessus il y a moyen de se faire, l'entreprise elle a quand même triplé depuis le point bas. Maintenant il y a encore de la dette, donc pour son capital, si on se met sur ce dossier, on n'en met pas beaucoup parce que c'est risqué. On lit les rapports financiers, on regarde si le plan de désendettement est clair et si les perspectives de croissance ou en tout cas de rentabilité s'il n'y a pas de croissance sont pertinentes, et on suit le dossier pour voir si publication après publication le désendettement se confirme et si la rentabilité est correcte. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et moi je vous dis à bientôt.